Donc, voici une talle de ce fameux laidon, thé du Labrador. Et je vais vous lire, pour commencer, ce que frère Marie-Victorin en dit dans la flore laurentienne. Donc, le laidon, Laidum groenlandicum en latin. Donc voici ce que dit frère Marie-Victorin. Arbrisseau résineux, à feuilles alternes, persistantes et odorantes quand elles sont froissées. Fleurs blanches en ombelle ou en corymbe. Calice minuscule ou nul. 5 pétales, 5 à 10 étamines. Voilà, environ 5 espèces de l'hémisphère boréal. Outre l'espèce décrite ci-dessous, on trouvera encore dans l'Ungava le Laidum decumbens. Le nom générique est un ancien nom grec pour désigner une espèce du genre Cistus contenant une résine aromatique, allusion à l'arôme du genre Laidum. Eh bien, donc c'est dans la famille des Ericacées. C'est la description, le commentaire, en fait, je vais vous lire. Je vais vous lire la description d'abord. Donc, Laidum groenlandicum, laidon du Groenland, thé du Labrador, thé velouté, Labrador tea en anglais, arbuste, hauteur 30 à 120 cm, à rameaux densément tomenteux, voulant dire velu, je crois. Feuilles vertes supérieurement, densément brunes tomenteuses inférieurement, à bords fortement révolutés. Fleurs de 8 à 10 mm, floraison printanière, tourbière, générale dans son habitat. Commentaire, cette belle plante est si fortement imprégnée de principes résineux qu'elle est pratiquement imputrescible. Comme l'indiquent les noms vulgaires, l'infusion de feuilles a souvent été employée en guise de thé par les gens qui vivent dans la forêt. C'est apparemment un stupéfiant léger. Les femmes indiennes de certaines tribus en prennent 3 fois par jour quand approche le moment de leur délivrance et les feuilles réduites en poudre sont prisées contre le mal de tête. Eh bien. Donc, c'était le commentaire de Flore laurentienne. Personnellement, moi, j'ai eu une expérience avec le thé du Labrador. J'ai été le cueillir, n'est-ce pas, au Lac-Saint-Jean. Donc, j'avais été pour travailler, pour faire des sous. Donc, cueillir le thé et le vendre, en fait, nous le vendions à des distillateurs. C'est là que ça se rendait. C'était c'était toute une aventure. Je vous en parle un petit peu. Bon, tout va bien. Ça a l'air de streamer. Le son a l'air bon. Super. Donc, les photos que je vais vous montrer, pour la plupart, elles ont été prises pendant mon contrat de cueillette. C'était pas sous contrat. En fait, on vendait au kilo notre cueillette. Donc, voilà, je vous raconte ça. C'est pas directement lié à la médicinale, mais c'est mon expérience avec le laidon. C'est quand même une petite anecdote intéressante, une petite histoire, là, plus qu'une anecdote. Donc, oui, j'ai été faire ce travail là, pendant plusieurs semaines au nord du Lac-Saint-Jean, très loin dans la forêt, à plusieurs heures sur des routes forestières. Donc, on était, je ne sais pas combien, 50, 100 cueilleurs peut-être. Donc, on allait dans les champs, n'est-ce pas, dans les tourbières avec notre serpe. Et nous élaguions les feuilles les pousses de l'année que nous mettions dans un sac et que nous rapportions aux acheteurs présents. Donc, c'était pesé dans des gros sacs. C'était assez impressionnant la quantité. Des gros sacs de souvent 80 livres ou 100 livres, des fois 120 livres de cette feuille qui était ensuite chargée sur un camion. Donc, il y avait un gros 18 roues, enfin juste la boîte, puis on remplissait ça jour après jour. Quand c'était plein, eh bien le camionneur venait avec la remorque et avec la vanne finalement et repartait avec tout ça et ça allait se faire distiller. Le distillateur lui revendait en fait
l'huile essentielle de thé du Labrador. C'était racheté, je crois, par des compagnies pharmaceutiques, je crois, et peut-être des parfumeries aussi, qui l'utilisent à différentes fins. Je sais que les dernières années, il n'était pas arrivé à vendre son stock d'huile essentielle, donc la cueillette a arrêté. La cueillette avait été critiquée aussi par plusieurs observateurs comme étant un peu extrême et produisant un stress exagéré sur les populations de thé du Labrador. C'est bien possible. C'était quand même une petite cohorte de cueilleurs qui allaient cueillir le top, même si c'est seulement la pousse de l'année qui était cueillie. Il semblerait que ça endommage quand même le plant et qu'ils prennent plusieurs années à se remettre. C'est très possible. Donc, voilà, c'était ça mon expérience. C'est extrêmement difficile de faire des sous avec ça. Il faut vraiment être très, très, très travaillant, très, très, très tôt le matin, surtout que, disons, c'était au mois d'août, c'est encore très chaud, là. Donc, quand on arrivait à 11h midi, là, ça devenait pratiquement pas travaillable. Donc, ceux qui étaient vraiment productifs se levaient avant l'aurore et s'arrangeaient pour être sur la talle aux premières lueurs du jour. Et pouvaient faire une grosse journée comme ça. Enfin, 2 journées, ils arrêtaient à 10-11 heures parce que là, c'était comme vraiment trop chaud et trop intense. Donc, voilà, en gros, c'est ça, l'aventure. C'est un bon trip, être loin dans le bois, on est isolé quand même, puis on s'organise entre nous, entre campeurs, fait qu'il y avait quand même c'est une bonne expérience en all, même si c'était très difficile physiquement, puis pas évident de faire des sous avec ça, mais j'ai quand même cueilli, appris beaucoup, puis fait une certaine paye. Ceux qui font beaucoup de soucis ont pas des 4 roues, ils ont des 6 roues pour pouvoir aller encore plus loin dans les endroits inaccessibles, pouvoir ramener les poches avec le 6 roues et un trailer, tout ça. En tout cas, c'est une aventure, je vous le dis. Le thé du Labrador lui-même, c'est absolument délicieux. L'odeur est fantastique. C'est extrêmement riche en huile essentielle, volatile, en arômes, vraiment phénoménal. Être devant une poche de 50-100 kilos de thé du Labrador frais cueilli, donc on va le manipuler, on le manipule un peu, ils disent, comme Marie Victorin dit que quand il est froissé, n'est-ce pas, il relâche son arôme, donc c'est ça qui se passait. C'est assez enivrant de respirer ça. C'est extrêmement extraordinaire. Cet arôme est très, très thérapeutique. Incroyablement délicieux. Ce n'est pas pour rien qu'il est si prisé en parfumerie et dans d'autres contextes. Donc, allons dans les photos un petit peu et je vais continuer de commenter. Voici. Donc, ça, c'est une talle au mois d'août. Ça, c'est un autre endroit. Ça a été pris dans les montagnes en Colombie-Britannique, mais c'est beaucoup plus tôt dans la saison. Donc ça, c'est au mois de mai. Donc on voit dans le bas les feuilles de l'année passée, de l'année précédente, qui sont encore vertes. Donc elles persistent, c'est des feuilles persistantes, ce qui est assez rare, n'est-ce pas, chez les plantes herbacées. Et la pousse qui semble plus tendre et moins développée, blanche, eh bien, c'est la pousse de l'année, de la nouvelle année. Donc, l'odeur de ces jeunes pousses est très différente de l'odeur du plant qui avance en saison. C'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus floral, fruité, c'est moins poivré, l'aspect médicamenteux n'est pas développé autant. Moi, je préfère définitivement l'odeur de la jeune pousse, mais c'est sûr que si on en fait une cueillette, on peut moins en cueillir, n'est-ce pas, quand la pousse est jeune. Donc, c'est clair que pour l'extraction de l'essentiel, ça ne vaut pas la peine. Mais si on se fait des petits lots et qu'on veut vraiment avoir le best du best, mais le best du best du best, c'est le bourgeon, d'après moi. Il y a une odeur très différente
pas très différente, mais une odeur particulière et sent très floral, très, très, très subtil, incroyable en fait. Le bourgeon est phénoménal. Là, le bourgeon ici n'est pas encore apparu, n'est-ce pas? Il apparaît plus tard dans l'été. Donc, on voit le dessous de ces mêmes tiges qu'on avait sur la photo avant. Donc, le dessous est velu, n'est-ce pas? Il va brunir avec le temps au fil de l'été. La feuille est recourbée, comme on lisait dans la description, comment il disait cela? Révolutée. Donc, c'est les feuilles révolutées. Et tomenteuse veut dire poilu ou avec une espèce de duvet dessus, n'est-ce pas? Donc, on le voit, ce duvet. À noter que les branches sont extrêmement aromatiques aussi, probablement aussi concentrées en huile essentielle que la feuille elle-même. L'odeur de ces herbes, c'est indescriptible, c'est fruité, floral, c'est comme ça que je pourrais le décrire, mais il y a beaucoup d'autres arômes dedans. Encore le même endroit. Donc ici, on voit le fruit de l'année précédente un peu à droite, n'est-ce pas, la grappe. J'ai pas de photos de fleurs, malheureusement, donc je pourrais pas vous les montrer, mais voilà, on va voir. Donc encore là, on voit la jeune pousse velue sur le dessus et la pousse de l'année passée plus bas. Donc les feuilles plus grosses, plus développées. L'arôme est très, très, très différente. Donc, autour du thé du Labrador, c'est toujours intéressant de faire une démarche, un peu une réflexion, là, qui peut inclure aussi de regarder les plantes qui poussent autour. Donc, les immortelles ici, dans le soleil couchant, n'est-ce pas joli? Donc, j'ai pas tant de photos, en fait, des plantes voisines ou des plantes compagnes, n'est-ce pas? Mais je peux vous en nommer quelques-uns. Ça pousse au travers des plants de bleuets. Ça pousse très intercalé, vraiment dans le même environnement. Donc, on parle de tourbière. Donc, quand on marche là-dedans, ça a tendance à être humide et très mou. C'est mou. Donc, poreux, un sol très poreux, beaucoup de matière organique, donc ça pousse là-dedans. Ça pousse intercalé avec une autre plante aussi qu'on appelle la Kalmia, qui ressemble aussi, je crois, si je ne me trompe pas, elle est dans la même famille botanique. Je ne vais pas vous enduire d'erreur. L'érelle est dans la même famille aussi, des Ericacées. Je crois que la Kalmia ressemble... Oui, elle est ici. Enfin, je ne la trouve plus, mais il me semble que je l'avais vue. Donc, voilà, elle pousse intercalée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, c'est enfin, ça poussait sur des anciens feux, n'est-ce pas? Donc, il y a eu des feux peut-être 5 à 10 ans avant. Donc, la repousse d'arbre est petite. Donc, il y a des petites épinettes intercalées. Des fois, ça a été replanté par les compagnies. Ça soit brûlé ou ça a été coupé à blanc. Donc, c'est une forêt qui se régénère. Évidemment, la strate herbacée est vraiment très bien exposée au soleil. Donc, il peut y avoir du bleuet, il peut y avoir il y a du framboisier au travers, beaucoup d'épilobes aussi au travers. Donc voilà, ça c'est certaines plantes qui poussent intercalées. Ça fait partie... Ce que je fais là, c'est un peu une démarche qui consiste à regarder différents aspects. Donc on a parlé... Bon, je vais parler de la cueillette. Ça, c'est un aspect expérientiel, si vous voulez, de la relation avec la plante. C'est très personnel à moi. Ensuite, on va arriver aussi à l'aspect médicinal. Donc ça, c'est un autre aspect. Maintenant, je vous parle des plantes compagnes aussi, un autre aspect relationnel de la plante. Donc, de la même façon que quand on veut apprendre à connaître un humain ou une personne, n'est-ce pas, on
regarder son milieu, son environnement, sa famille, c'est qui il fréquente. Donc, on fait un peu la même démarche avec la plante. On va la regarder à travers différents prismes, de différents angles d'approche. Et chaque prisme d'approche donne une spécificité, une compréhension d'un aspect précis de la plante. Donc, en multipliant comme ça les différents angles, c'est comme si on prenait une photo de cet angle-là, on change d'angle, on change d'angle, on change d'angle. Fait qu'on se trouve à avoir une vision plus périphérique, plus à 360 de la plante et on la connaît beaucoup mieux. C'est une démarche que j'appelle la phytosophie. C'est un mot que je n'ai certainement pas inventé, mais que j'utilise dans ce contexte pour la première fois. Je n'ai jamais entendu d'autres personnes parler de cette façon-là, de cette approche. Donc, voilà, et de multiples angles. Évidemment, c'est trop vaste pour que je puisse épuiser la question. Il y a probablement des milliers d'angles possibles de compréhension, d'examen ou de relation avec la plante. Donc, c'est pour ça que la phytosophie, c'est dur à définir en une phrase. En fait, la meilleure façon que j'ai trouvée, peut-être, c'est comme un protocole relationnel, en fait, pour rentrer en relation avec la plante. C'est beaucoup plus que ça, mais résumé, en gros, c'est ça. Où est-ce qu'on va, dans le fond, avoir une certaine méthode dans notre examen puis dans notre rapport avec la plante. C'est-à-dire qu'on va se poser des questions, certains angles auxquels on n'échappe pas, parce qu'on est dans l'herboristerie. Donc, l'aspect médicinal, n'est-ce pas? On va toujours, à chaque plante, pratiquement dont on va parler, on va examiner l'aspect médicinal. Donc, ça, c'est un aspect herbologique, donc c'est unique, mais on va également regarder un aspect pharmacologique qui est très voisin, mais qui est quand même différent. Donc, on ne va pas regarder les effets sur le corps, mais on va regarder le contenu moléculaire de la plante. Donc, on va arriver là tantôt avec le thé du Labrador. Je vais vous montrer certaines molécules actives. Ensuite de ça, on va aussi considérer l'aspect sensoriel de la plante, c'est-à-dire son goût, son odeur, sa couleur, son bruit, si elle en produit, et son arôme, bien sûr, et sa texture aussi. Donc, tout ça, ça rentre dans la grille. C'est comme une grille d'analyse / protocole relationnel. C'est comme ça que je le définirais. Mais le mieux, c'est vraiment de vous faire la démonstration. Ce que je suis en train de faire et que nous poursuivons. Donc, on parlait de plantes compagnes. Continuons là-dessus avec les photos. Donc, ça, c'était pendant ma gig de cueillette, n'est-ce pas, au lac Saint-Jean. Donc, c'est la pousse de nouvelle année, plus avancée, donc au mois d'août. Au lieu, les photos précédentes, c'était au mois de mai, je crois. Donc là, on est rendu au mois d'août. La pousse a poussé, le bourgeon aussi. Donc, habituellement, les plantes, en général, vont produire leurs bourgeons à partir de la deuxième moitié de l'été. Pour, déjà, comme on voit que le plant, en fait, ne poussera pas de nouvelles feuilles. À partir du mois d'août, il n'y a pas de nouvelles feuilles, il n'y a pas tant d'expansion végétative. Là, maintenant, il va préparer la saison prochaine, particulièrement au lac Saint-Jean, où quand même la gelée arrive assez tôt, n'est-ce pas? Donc, le cycle des plantes doit s'ajuster, n'est-ce pas, au cycle des saisons. Donc voilà, au mois d'août, on a cette tige qui est plus ferme. Là, on voit que le poil, n'est-ce pas, est bruni. Si on voyait le dessous de la feuille, eh bien, ça serait pas mal la couleur de la tige qu'on voit là, brun. Donc, voilà pour ceci. Ça, c'est encore ici. Ah, on voit qu'il ne fait pas des bourgeons sur toutes les pousses, n'est-ce pas? On voit ça parfois. Donc, il ne va pas préparer ses pousses de l'année prochaine sur 100% de ses rameaux. Donc, quand on cueille, n'est-ce pas, on va cueillir la tige. Enfin, il y a plusieurs versions, n'est-ce pas? Moi, je vous donne ma version à moi. Mais j'ai un ami qui aime beaucoup le thé du Labrador qui m'a dit qu'il cueillait les feuilles des années passées.
Donc, il m'a dit que c'est intéressant au niveau des propriétés, puis ça a moins d'impact négatif sur la croissance de la plante, le fait de cueillir les feuilles, parce que c'est clair que si on cueille les rameaux avec les bourgeons, ben on va priver la plante de beaucoup de sa pousse végétative de l'année prochaine. Donc, chaque bourgeon va devenir une nouvelle tige, peut-être se dédoubler même. Parce qu'on voit ici, en fait, que, je ne sais pas si c'est parce qu'il avait été cueilli, mais on voit qu'il y a 3 tiges, n'est-ce pas? Je ne crois pas que c'est parce qu'il avait été cueilli. Ici aussi. Ah, ben non, c'est un bourgeon par tige. Non, je me suis trompé, en fait. Je crois. Enfin, je ne sais plus. Ma question, c'est est-ce que le bourgeon se divise en plusieurs tiges? Et finalement, je ne crois pas. Finalement, après examen, je crois que ça va donner une seule tige, mais je ne l'ai pas observé, donc je ne suis pas sûr. Donc, c'est ça. C'est les seules photos que j'ai, mais c'est quand même bien. Vraiment joli, hein? On voit même, si on examine la pointe des feuilles, on voit même des petites bulles. N'est-ce pas? C'est flou un peu, mais on le voit quand même. Ici aussi, on voit un petit peu des petits poils, mais en réalité, c'est ce qu'on appelle des trichomes. Ce sont des petites, des mini-poils avec une petite gouttelette au bout. Puis quand on frotte ça, eh bien, la gouttelette va éclater, va libérer ses essences. Donc, c'est ça qui contient une forte concentration de principes odorants. Super, super. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dites-moi un petit coucou. Et n'hésitez pas à partager, surtout si ça vous plaît. Partagez le live et invitez vos amis à apprendre ces choses phénoménales. Donc, parlons... OK, en fait, j'ai un autre document à vous montrer où on montre une partie des principes actifs. Donc, voilà, ça ressemble à ça. Les molécules sont en nomenclature, n'est-ce pas, organique. Donc, en fait, chaque ligne que vous voyez est comme un lien et chaque angle que vous voyez est une molécule de carbone. Mais vu que toute la chimie de la vie est basée sur le carbone, on ne met pas comme vous voyez un O, là, un groupement O en haut à gauche, là, on le met parce que ça pourrait être différents groupements qui apparaissent là. Ce n'est pas nécessairement un carbone qui apparaît là, mais partout où il n'y a que des angles, eh bien, c'est des carbones. Et donc le O, le H, ça c'est des groupements qu'on appelle. Donc souvent la molécule, la structure moléculaire, le squelette de base va rester, mais c'est seulement les groupements qui vont changer, qui vont faire une différence dans soit l'arôme, l'action ou les propriétés de la molécule. Donc ici on a un profil des terpènes en fait. Ici c'est que l'auteur de ces graphes a isolé les composantes du thé du Labrador et il, dans le fond, ici, il partage les 8 groupements moléculaires, les 8 molécules les plus présentes, donc les plus concentrées, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. En fait, il y en a plusieurs autres. Mais ça, c'est le profil des terpènes, en fait. Donc, à gauche, on a la salinène qui se transforme à droite en d'autres molécules un peu différentes. La bêta-salinène devient l'alpha-salinène, la germacrène, cursérène, LMNène. Donc, dans la deuxième case en haut, on a ces molécules-là. À droite, on a d'autres classes. C'est tous des terpènes et sesquiterpènes au milieu. À droite, c'est des terpènes tels quels, sabinène, transsabinène. Donc, c'est toutes ces molécules-là, je crois, sont odorantes. En bas à gauche, on a du bornyl acétate. Ça c'est l'odeur, en fait, si je ne m'abuse, l'odeur florale présente, n'est-ce pas?
c'est le Bornil, si je ne me trompe pas, responsable pour ça. Ensuite, en bas au milieu, on a le Lédol, qui est un des éléments prisés et présents seulement, je crois, dans le thé du Labrador, parce que les autres molécules, des fois, on les trouve dans d'autres plantes, comme la limonène, justement, à droite. Limonène qui sent le citron, donc c'est responsable pour cette note citronnée qu'on reconnaît dans l'arôme. Donc voilà pour la pharmaco. Si on va à droite un peu, en fait, on peut observer un autre phénomène ici, c'est que on est en présence, en fait, de 5 chémotypes, ce qui veut dire de 5 lots de plantes cueillies à 5 endroits différents, parce que des fois, c'est intéressant de voir, dépendant de la provenance de la plante, qu'est-ce qui change. Donc, on voit ici le graphe en pointe de tarte, dans le fond, correspond aux molécules. Distribution, sample site. C'est ça. Donc, ça ne dit pas c'est lesquels, mais on voit que, en fait, c'est très, très différent. La concentration va varier beaucoup, beaucoup. Et c'est ce qu'ils disent du thé du Labrador, c'est que le rapport entre les principes actifs change, c'est-à-dire la concentration de chaque molécule va changer beaucoup d'une à l'autre, mais le contenu total en principe aromatique va rester relativement stable. Donc, voilà. Pour cela, ça fait du sens aussi, parce que moi, dans mon expérience, quand j'ai été cueillir le thé du Labrador, j'ai remarqué que dans l'arôme, il y a beaucoup de notes différentes. Il y a une note poivrée, une note citronnée, une note médicamenteuse et d'autres que je sais dire en mettre en mots, mais en odeur, je m'en rappelle bien. Donc, il y a tout un cocktail avec au moins, je dirais, 5 à 6 odeurs différentes. Puis j'ai même remarqué que le matin, le midi, le soir, il y avait des changements subtils. Parce qu'on se promenait dans le champ, donc j'étais en camping, j'étais tout le temps autour des plantes. Donc souvent, je sentais plusieurs fois par jour, plusieurs dizaines de fois par jour, même, surtout quand je le cueillais. Je pouvais percevoir que voilà, c'était différent d'heure en heure. Donc, ça, c'est intéressant. C'est vrai pour toutes les plantes. Remarquez, la plante change de seconde en seconde. Le processus biochimique, c'est des véritables usines biochimiques. Chaque cellule végétale est une usine chimique, n'est-ce pas? Donc, ce processus de synthèse, d'activité enzymatique n'arrête jamais. Donc, vraiment, de seconde en seconde, le contenu moléculaire change. À quel moment c'est mieux dans la journée de le cueillir? Bonne question. C'est toujours une question de goût, hein, parce que ça dépend qu'est-ce qu'on recherche. Si on recherche cette odeur florale, fruitée, il me semble qu'autour de midi, c'est à son apogée. Puis aussi dans le bourgeon. Donc, quel moment on cueille? Quelle partie on cueille? Et évidemment, le séchage va changer aussi la composition chimique. Mais ça vient après. Donc, voilà, j'ai pris conscience de ces subtiles modifications au courant de la journée. Voilà, donc je ne sais pas si je dirais d'autres choses sur ces angles-là. Donc là, on a parlé de l'habitat, des plantes voisines, compagnes, on a parlé des molécules, on a parlé des arômes. Maintenant, voilà, la cueillette, si on y va pour la quantité, eh bien, c'est clair que le plant est à pleine maturité à la fin de l'été. Donc, évidemment, on allait cueillir pour les distillateurs d'huile essentielle. Donc, eux veulent un rendement, n'est-ce pas? Donc, ils veulent que... c'est ça. Donc, si j'en cueille 80 kilos en une journée au lieu de 2 jours, c'est plus intéressant pour eux. Ils veulent distiller plus, font plus de sous. Donc, il y a une logique commerciale aussi.
Si j'y allais pour la qualité, ben, comme je l'ai dit, l'arôme de la jeune pousse est incroyable. Moi, j'irais pour ça définitivement. Si j'avais une quantité, puis j'avais pas vraiment la considération de quantité, si j'allais pour la qualité, je veux dire. Donc, sinon, le bourgeon, si le bourgeon, mais ça c'est encore plus petite quantité, le bourgeon est très petit. Le bourgeon, c'est ce qui, dans la plante, est le plus intéressant, le plus concentré en principe actif en général, dans mon opinion, peut-être à part la graine ou le pollen. Mais disons que la plante concentre énormément de nutriments dans le bourgeon pour une raison simple, c'est que pour que le bourgeon puisse commencer à pousser au printemps avant que le sol ait dégelé. Une intelligence dans les plantes aussi. Parce que s'il n'y avait pas emmagasiner tous ces nutriments-là dans le bourgeon, la plante, la tige devrait attendre que le soleil dégelé, que la sève recommence à circuler pour obtenir les nutriments pour pouvoir poursuivre la croissance. Donc la plante en climat nordique est intelligente, elle va, pendant la saison de croissance ou à la fin de la saison de croissance, dans la deuxième moitié, va commencer à concentrer son énergie dans la production de bourgeons et ça va avoir pour effet que la plante peut commencer sa croissance plusieurs semaines avant, parce qu'en fait, le soleil du printemps arrive sur les sommités avant de pouvoir avoir fait dégeler le sol. Donc, il y a déjà une opportunité pour la plante de commencer sa croissance avant. Donc, ça lui donne une longueur d'avance. Donc, le bourgeon du thé du Labrador, phénoménal. C'est comme, ça sent le bonbon, le moche. Je dirais pas le marshmallow, mais il y a des odeurs vraiment qu'on a senties dans les bonbons, n'est-ce pas? Le floral aussi. Donc, c'est beaucoup moins poivré, médicamenteux, n'est-ce pas? Ça. Donc, pour ça, ensuite, on peut, une fois que la plante est cueillie, on peut la conserver de plusieurs façons. Elle peut être séchée, c'est peut-être la façon la plus facile et populaire. Deuxièmement, elle peut être macérée dans l'alcool. C'est excellent aussi pour l'extraire et ça faire une teinture mère. Elle peut être macérée 2 fois aussi, une double macération. C'est ce que je ferais si j'en avais des grosses quantités. Je ferais des doubles, triples macérations pour vraiment monter la concentration et que la teinture devienne presque un parfum, là, vraiment saturé. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant de faire quand on est en saison et que la plante est en grosse quantité. Parce que c'est clair, s'il fallait l'acheter, là, ça ne vaut pas vraiment la peine de faire ça. On veut vraiment l'exploiter au maximum. Voilà. Une petite gorgée ici. Un petit café. Oui, donc sinon on peut la faire macérer dans l'huile. Je la ferai sécher un peu avant de la faire macérer pour éviter de faire rancir le macérat. Encore là, pour arriver à une concentration puissante, il faudrait faire macérer plus qu'une fois, je crois, à moins de macérer les bourgeons. Superbe, médicinal, excellent, cosmétique. Malade comme restaurateur de la peau, anti-inflammatoire. Superbe. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre de la transformation? Pas grand-chose, en fait, à part ça. Quelle autre préparation on pourrait faire? Je ne sais pas. Bah, 1000 autres, là, mais disons dans notre... c'est clair que ils font une extraction aussi, si on veut vraiment acheter un absolu, par exemple, de thé du Labrador, eh bien, c'est souvent extrait avec des méthodes très sophistiquées, avec du CO2, n'est-ce pas, en phase liquide. Donc, ils vont extraire. C'est différent de la distillation. C'est vraiment une extraction avec un solvant. Excellent. Une fois qu'on l'a cueilli, maintenant, on arrive... dans les propriétés médicinales. Je vais vous... j'ai un petit document ici. Donc,
ici. Activité tonique, améliore la digestion. Évidemment, l'omniprésence et la concentration en principe aromatique volatile, en huile essentielle, a un effet vraiment puissant sur le système nerveux à travers l'olfaction. Donc, on sent ces odeurs, ça va stimuler les centres nerveux de l'olfaction et ça a un effet calmant, instantané, antispasmodique en réalité. Donc, antispasmodique voulant dire qui régule le système nerveux. Donc, si on est down, ça va nous booster. Si on est hyperactif, ça va nous calmer un peu. Donc, ça a un effet très, très fort sur le système nerveux via les principes aromatiques, via l'olfaction. Relaxant, très antioxydant également. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre aussi? Aromatique. Stimulant, je dirais, tout à fait. Tonique. Je dirais adaptogène aussi. Moi, je le classe comme tonique adaptogène. Ça fait tellement de bien au système nerveux et au corps. Digestivement, c'est super aussi. Très, très bon pour l'estomac, très tonique, très santé, en fait. Puis, c'est un aspect diurétique également. Donc, voilà. Je ne sais pas si je dirais d'autres choses. Il y a sûrement beaucoup d'autres propriétés. Mais en voilà quelques-unes. Oui, bien sûr, antiseptique à côté. Donc, antioxydant, je l'ai dit. Donc, je vous ai montré tantôt le profil, n'est-ce pas, terpénique ici, du thé du Labrador. Mais il contient aussi un profil phénolique, c'est-à-dire qu'il contient des phénols, qui est une autre famille de molécules, n'est-ce pas? Ce qu'on a vu tantôt, c'est beaucoup des terpènes, n'est-ce pas? Qui se reconnaissent à leur structure, comme on a vu. Donc, les phénols sont légèrement différents. Ils n'ont pas de cycle fermé, comme on voit ici. Il y a beaucoup de... C'est cyclique, c'est-à-dire c'est des cercles, n'est-ce pas? C'est des hexagones, mais c'est refermé, n'est-ce pas? Tandis que les phénols n'ont pas cet aspect cyclique-là. Donc, profil phénolique, imaginez-vous que c'est quercétine, glucoside de quercétine, galactoside de quercétine, acide paracoumarique, acide chlorogénique, catéchine, quercétine encore, d'autres variations de quercétine, mais c'est plein de quercétine. Myricétine, procyanidine, très antioxydant, et d'autres dérivés de l'acide caféique. Donc, voilà. L'activité antioxydante était positivement... imaginez-vous. Il y avait une variation saisonnière significative dans la quantité des 15 constituants évalués, alors qu'il n'y avait pas de variation saisonnière dans la somme totale. Donc, comme je vous disais, l'activité antioxydante était positivement corrélée avec le contenu phénolique et négativement corrélée avec les heures de clarté. Donc, ça correspond à mon expérience. Donc, on voit que avec l'angle sensoriel, n'est-ce pas? Je vous ai parlé de l'odeur, mais je vous ai parlé de la variation au courant de la journée. Donc ici, n'est-ce pas, mon observation est corrélée avec des recherches qui ont en effet démontré que la concentration phénolique augmente en fonction des heures d'ensoleillement. Donc avec la puissance de l'ensoleillement, ça augmente la concentration. Fort intéressant. Donc voilà pour ça.
Donc maintenant, parlons de l'utilisation médicinale. Dans quel cas on veut l'utiliser? Donc, c'est clair que si c'est une activité sur le système nerveux, c'est quand on est stressé, donc ça va calmer un peu. Donc, comme anti-stress, c'est excellent. Fatigue nerveuse, fatigue liée à l'insomnie, ça peut être une bonne idée aussi. Toujours en interne, en tisane ou en teinture. Voilà, stress, agitation, maux d'estomac aussi, excellent. Excellent comme pour les bronches aussi, je ne l'avais pas dit, mais c'est une autre de ses propriétés. C'est excellent bronchique, expectorant également. Donc, grippe, bronches inflammées, mucus, tout, très, très, très bon. Voilà quelques usages. Usage externe aussi, excellent anti-inflammatoire, excellent pour restaurer la peau. Vraiment comme activité, son activité anti-rides, cosmétique est vraiment fantastique aussi. Utiliser une huile macérée dans ce cas-là, glycérée, ça peut être intéressant aussi, quoique le glycéré, évidemment, c'est une base aqueuse, donc le glycéré ne va pas vraiment absorber les principes actifs aussi bien qu'une huile ou un solvant organique comme l'alcool. Super, super, super cool. Donc, on a fait un petit tour. Je ne sais pas si je dirais d'autres choses du thé du Labrador. C'est vraiment une plante à avoir. Ah oui, il y a d'autres choses à dire, évidemment. L'angle culinaire, n'est-ce pas? C'est excellent en cuisine. Vraiment délicieux. Ça remplace le romarin, je dirais. Ça a un peu la même concentration. Puis il y a plusieurs points communs dans l'arôme. Évidemment, c'est pas pareil, c'est comme très différent, mais j'ai remarqué que ça s'utilise de la même façon et que ça fonctionne bien. Donc, on peut le moudre, sécher et l'utiliser dans des vinaigrettes, l'utiliser dans des sautés. Ça complète très, très bien les plats protéinés aussi, tofu, viande, si vous êtes carnivore, poisson, excellent. Vraiment, ça va ajouter ça va rehausser, n'est-ce pas? Ça peut être utilisé en feuilles entières aussi dans une soupe, par exemple, comme on utilise le laurier pour vraiment aromatiser un plat mijoté. Donc, excellent de mettre des feuilles entières dans le plat mijoté, ça va aromatiser et ajouter un aspect médicinal. Voilà. D'autres choses. C'est vraiment, ça marche bien avec presque tout en cuisine. C'est vraiment une valeur sûre. Donc, c'est excellent à avoir dans son cabinet d'épices et prêt à faire des infusions l'hiver. Comment on l'infuse? Eh bien, on bouille. Moi, je la bouille 3-4 minutes. Parce que la feuille est quand même coriace, est assez épaisse. Puis j'ai remarqué qu'une infusion légère allait pas très bien extraire, elle extraire très peu des principes actifs. Donc, bouillir de 2-3 minutes. Ensuite, je couvre et je laisse infuser longtemps, plus longtemps que la moyenne, vu la texture coriace, n'est-ce pas, de la feuille. Donc, 20 minutes, une demi-heure d'infusion facilement. Et ensuite, c'est vraiment délicieux à boire. On peut voir la couche de l'essentiel qui flotte à la surface de l'infusion. Une infusion à la mijoteuse, c'est le best. Dans le fond, vous mettez ça plus doux toute la nuit. Miam, miam, miam. Délicieux. Au matin, vous avez une infusion fantastique. Donc, je pense que ça va wrapper ça pour le thé du Labrador. C'est quand même il y a beaucoup de choses. On pourra en parler beaucoup, beaucoup encore. Il y a beaucoup d'autres angles philosophiques, mais là, on en a vu peut-être 5 à 10. Mais il y en a beaucoup d'autres. Puis on pourrait approfondir beaucoup dans chacun de ceux-là.